La Tondue de Chartres, réalisée par Patrick Cabois, un documentaire du même nom que la célèbre photo prise par Robert Capa lors de la libération de la ville, le 16 août 1944. Ce film et cette photo nous renvoient, on l'a vu, à une période trouble de notre histoire, celle de l'épuration engagée un peu partout en France, pendant et juste après la libération, une période qui aujourd'hui encore soulève bon nombre de questions auxquelles nous allons tenter maintenant d'apporter quelques réponses avec mes invités, en commençant avec vous, Fabrice Virgili. Bienvenue. Bonjour. On vous a vu et entendu dans ce documentaire, et pour cause, vous êtes un spécialiste du sujet qui nous concerne aujourd'hui, avec entre autres cet ouvrage que vous avez écrit avec François Rouquet, intitulé « Les Françaises, les Français et l'épuration ». Avec nous également Annie Lacroix-Rize. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes également historienne et vous venez de publier chez Armand Collin ce livre intitulé « La non-épuration en France, de 1943 aux années 50 ». Alors le titre est très explicite. Et on va bien sûr en reparler tout de suite dans ce débat. Puis enfin avec nous, Alia Aglan, bienvenue. Vous êtes également historienne, spécialiste du XXe siècle, et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez publié, là aussi, dans la collection Folio Histoire, 1937-1947, La guerre monde, en 2 tomes. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé avec l'historien Robert Frank. Lorsqu'on regarde ce qui a été écrit pour les néophytes, on va dire, de cette période, très vite, on semble distinguer 2 grandes périodes. L'épuration dite sauvage, l'épuration immédiate, l'épuration violente, et puis, dans un second temps, l'épuration légale. Voilà ce que nous dit le documentaire que nous avons vu sur cette période d'épuration, on va dire, sauvage. Regardez. S'il s'agit d'un homme, dans la plupart des cas, il a le droit à une balle sans autre forme de procès. Certains subissent des tortures, sont battus à mort ou exécutés après une parodie de justice. Les vannes de la vengeance sont ouvertes, l'épuration sauvage commence. Aux femmes, on réserve un autre traitement, et tout particulièrement à celles qui sont soupçonnées de collaboration horizontale. Insultes, coups, mise à nu, exhibition publique. Exhibition publique pour les femmes, tonte, évidemment, c'est la Tondue de Chartres. Exécution sommaire pour les hommes. C'est d'une violence inouïe, cette période de notre histoire. Alors, la Seconde Guerre mondiale est d'une violence inouïe, en effet, et l'épuration ne peut être comprise que dans la Seconde Guerre mondiale. Elle commence au moment de l'occupation, et même dès le tout début de l'occupation. L'idée qu'il faut s'en prendre, qu'il faudra s'en prendre à ceux qui trahissent devant nos yeux, quand je dis nos, c'est les contemporains de l'époque évidemment, et qu'à ce moment-là, ils auront à rendre des comptes et on s'en prendra à eux de manière violente. Donc l'épuration, bien sûr, est violente parce qu'elle est dans ce grand moment de violence. Donc cette vindicte populaire, cette soif de vengeance que vous évoquez, elle vient de loin, elle vient peut-être de cette période de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez dit, peut-être même d'avant, certains disent des 34, des 36, cette période où les nationalistes, la droite nationaliste est très forte dans l'entre-deux-guerres, et puis 36, le Front populaire, ça vient d'aussi loin que ça, cette épuration qu'on a vécue à la libération. Alors ça vient aussi de là. Je crois que ce phénomène où finalement la population française va pouvoir enfin agir massivement à la fin de l'occupation et le croisement de multiples motivations, certaines qui remontent effectivement au Front populaire ou à l'entre-deux-guerres, d'autres vraiment au temps de l'occupation. On dit souvent c'est des règlements de compte, comme si c'était une histoire de gangsters. Non, les règlements de compte ne sont pas là une histoire de gangsters. C'est parce qu'il y a des comptes à régler. On a vu pendant ces années-là des gens bien se nourrir alors que c'était la pénurie, fréquenter les Allemands alors qu'ils occupaient le pays, s'engager auprès des Allemands, et évidemment, beaucoup de gens veulent s'en prendre à eux à ce moment-là. Alors on traque les collabos. J'ai le chiffre d'environ, bien sûr, à mon avis c'est une estimation, de 10 000 exécutions sommaires attribuées à la résistance ou à des groupes inorganisés dans les maquis. C'est à peu près les chiffres qu'on retient aujourd'hui sur cette période précisément du début de l'épuration dite sauvage. Violente, ça correspond, ces chiffres correspondent à la réalité aujourd'hui. Tout le monde est à peu près d'accord sur ces chiffres, sur les exécutions sommaires. Ce sont les chiffres établis par les historiens et vous en avez un qui a particulièrement travaillé sur ce sujet.
Mais pour revenir à cette question de... L'épuration, c'est moins une période qu'un processus, parce qu'en réalité, l'épuration, d'abord, elle est annoncée, elle est préparée, elle est promise, y compris dans les textes clandestins de l'été 40, quand on voit des jeunes filles bavarder ou lier commerce avec les Allemands. Jean Texier, dans les conseils à l'occupé de juillet 40, qui est une feuille clandestine qui va circuler, dit, regarde bien à quel endroit tu pourras, en gros, lui donner une fessée. Enfin, c'est un peu ce qui est dit. Donc la punition pour celles qui va trahir, celles et ceux qui vont trahir, elle est annoncée. Et le processus légal, il est mené en fait depuis Alger, puisque vous savez que l'Algérie, 3 départements français sont libérés après l'opération Torche en novembre 42. Et donc le pouvoir qui va s'installer à Alger, après quelques péripéties d'autorité, de changement d'autorité, va juger. Et pas n'importe qui. Le premier à être jugé, c'est Pierre Pucheux, qui a été ministre de l'Intérieur, qui, en se ralliant à Giraud, pensait passer au camp dit de la dissidence et qui, en fait, à peine arrivé à Alger, est arrêté, passé en jugement. Et il y a d'autres jugements à Alger, les tortionnaires des camps d'Afrique du Nord, la phalange africaine, et évidemment les amiraux félons. Enfin, ouais, donc tout le processus, si vous voulez, de cours de justice, de tribunaux militaires, fonctionne déjà depuis Alger. Mais dans l'été 44, on ne parle pas de tribunaux militaires. Pas du tout, mais on parle de cours martiales installées dans des maquis, semble-t-il. Et là, qui juge en réalité? Qui exécute en réalité dans les maquis? On ne le sait pas vraiment, parce que tout ce qui a été sommairement fait, mais vous savez, la milice, avant le débarquement, arrive dans la cour de la prison de la Santé, se constitue en tribunal, juge et exécute immédiatement des résistants au sein même de la prison. Et donc, vous voyez, on a de toute façon, pour toute cette période de l'occupation, un problème d'anomie, on a un problème de normes. Et l'été 44 correspond justement à cette espèce de flottement. Qu'est-ce qu'il était digne d'avoir comme comportement? Et quand, ou la rumeur, ou l'enquête, ou en tous les cas la voix publique désigne telle ou telle femme, ou collaborationniste, ou homme réputé tel, la foule va se présenter à son domicile et organise des scènes moches comme celles qu'on voit dans le film, qui sont ultra violentes, ce qui n'empêche pas ensuite le ou les désignés de passer en justice. Je me tourne vers vous. J'ai cité votre livre tout à l'heure, La non-épuration en France. Et 1943 aux années 50. Alors commençons par 1943, si vous voulez bien, et puis on va dire été 44, automne 44. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une non-épuration en France entre 43 et l'autonne 44, avec les chiffres que j'ai cités quand même. Alors les chiffres que vous avez cités, c'est-à-dire les environs de 10 000 morts, dites exécutions sommaires, sont des chiffres qui sont décortiqués. Avant de l'avoir été par les historiens, ils ont été établis de manière très formelle au début des années 50 par les statistiques du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, avec des de toutes petites variations. Mais ce qui est surtout important... Mais si vous considérez qu'il y a une non-épuration sur cette période, pour reprendre le titre de votre livre? Il faut d'abord, évidemment, que je parte du documentaire et de votre césure, qui est conforme à celle des documentaires, c'est-à-dire que la période immédiatement consécutive à la libération ou accompagnant la libération aurait été caractérisée par une épuration sauvage. Cette épuration dont nous voyons le symbole, le documentaire étant présentant une image très pitoyable de la tombée de Chartres. Mais alors peut-être que sauvage, le mot est mal choisi, je dirais immédiate, épuration immédiate. Vous avez tout à fait raison de reprendre l'épuration sauvage. Elle a envahi le champ depuis une vingtaine d'années et même 25. Il n'est plus question que de ça pour d'ailleurs être opposé à ce qu'on appelle l'épuration légale d'un état de droit qui voudrait une épuration, qui voudrait une rénovation de l'appareil d'État. Alors ça, on va y revenir. Oui. Alors, mais sur l'épuration immédiate, je reviens à cette épuration et à vos chiffres. Il faut d'abord remarquer que de vos chiffres, les deux tiers de ces 10 000 ont été des exécutions dites sommaires qui ont eu lieu avant la libération.
et avant la libération de Paris. Ce qui veut dire qu'il reste 3000 dites exécutions sauvages. Alors je voudrais rappeler quelque chose qui a fait d'ailleurs que j'ai intitulé mon ouvrage « La non-épuration » et que je l'ai commencé par une définition de l'épuration. Ce qui s'inscrit là, ce jour de libération, c'est quelque chose qui est aussi conforme à des exécutions qui se sont produites, pas seulement parce que les gens, comme le dit le film, ont fricoté avec les Allemands, ce qui est un terme extrêmement vague, mais parce que c'est un des éléments de 1943, la résistance devient beaucoup plus forte, même mal armée, devient beaucoup plus forte et insistante à partir de 1943, où la question ne se pose plus de savoir si l'Allemagne sera vaincue, mais quand elle sera vaincue. Et à partir de là, la répression allemande est extrêmement féroce, et cette répression se fait sur fond de collaboration permanente entre des troupes allemandes, les troupes officielles françaises de la répression, les troupes miliciennes et associées. Or ça n'apparaît pas du tout dans le documentaire. On n'est pas dans le règlement de compte, là. On est dans quelque chose qui est d'abord, avant 1944, les combats préparatoires à la libération. Enfin, il y a bien eu une épuration, alors peut-être pas de l'ampleur. Cette épuration sauvage a occupé le champ depuis 25 ans dans des conditions... vous avez percé l'abcès, peut-être, là. Qui sont absolument démenties par les sources françaises et les sources allemandes. Fabrice Virgili, moi je voulais qu'on y voit clair sur un autre fait qui semble établi, selon lequel c'est là où la résistance armée était la plus forte en France, où l'épuration était elle aussi la plus forte. C'est vérifié ça si on compare la carte des départements français, la carte des maquis français de l'époque et la carte de l'épuration. On est dans le prolongement de ce que vient de dire Annie Lacroix-Ry, c'est-à-dire que, sachant que les 2/3 des personnes qui ont été exécutées pour collaboration, exécutés n'est pas le bon terme, ont été tués, c'est avant la libération. Une grande partie d'entre eux sont au moment des combats qui ont lieu entre la résistance, les maquis, et les miliciens, ceux qui ont fait le choix de la collaboration. Et donc il est parfaitement logique que ce sont dans les terres de maquis qu'il y ait le maximum de victimes parmi la résistance et dans le maquis, et parmi ceux qu'ils sont en train de combattre, que ce soit les miliciens, les groupes mobiles de réserve, ou les différentes forces de répression de Vichy, et évidemment des Allemands. Une fois que les Allemands sont partis, ces forces s'effondrent. Et là, on rentre dans un autre processus qui est effectivement d'attraper ceux qu'on peut, ceux qui sont là, parce qu'une partie d'entre eux sont partis en Allemagne, où ont suivi l'armée allemande, où se cachent, essayent de se cacher, et puis on attrape ceux qui sont là. Et qui est là? Eh bien, le responsable local d'un parti collaborationniste qui n'a pas eu le temps de partir, une femme qu'on a vue travailler pour les Allemands, ou être traductrice auprès de la Kommandantur, ou avoir fréquenté les Allemands uniquement, les collaborateurs du voisinage. La dimension de voisinage de l'épuration est essentielle pour comprendre ça. Pourquoi ils ne s'en prennent pas à Laval ou à Pétain? Parce qu'ils sont déjà partis. Et il y a cette dimension urgente, une aspiration vraiment populaire à s'en prendre à ceux qui ont trahi. Bon, beaucoup de délations, j'imagine, à l'époque. Il y en a eu beaucoup aussi sous l'occupation dans le sens inverse. Oui, mais il y a une grande différence. C'est qu'à ce moment-là, ces délations ne sont pas secrètes. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens, ou on va chercher les FFI en leur disant « mon voisin ou ma voisine », je l'ai vue, elle travaillait pour les Allemands. On ne se cache pas de cette dénonciation, parce qu'on ne considère pas ça comme de la délation, on considère ça comme une participation à un processus national de nettoyage, de libération, de réappropriation du pays. Et donc, on remplit son rôle en agissant dans l'épuration. Ce n'est pas d'un côté des épurateurs, et de l'autre côté, une foule qui ferait ça par hystérie, par inconscience, etc. Il y a vraiment une rencontre entre la résistance qui était jusque-là clandestine et une population qui veut en découdre. La tondue de Chartres, elle a un nom, c'est Simone Touzeau, la famille Touzeau. Et elle a un parcours, Simone Touzeau, avant d'en arriver à ce fameux 16 août 1944. On regarde un deuxième extrait. Fin février 1943, Simone s'inscrit au PPF, le Parti populaire français. Son fondateur, Jacques Doriot, un transfuge du Parti communiste, ne cesse d'appeler à toujours plus de collaboration avec l'occupant et déclare « Ou l'Europe écrasera le bolchevisme, ou elle sera détruite et bolchevisée. » Elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle
avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Indéniablement, ce discours d'inspiration nazie fascine Simone. Les adhérents du PPF sont prioritaires pour obtenir le permis de travail en Allemagne. Oui, bah, effectivement, c'est une militante du national-socialisme, Simone Touzeau. Alors, vous l'avez évoqué, hein, concernant les profils. Bah oui, c'était des militants collaborationnistes, des supplétifs des Allemands, des représentants des forces de l'ordre de Vichy, ça c'est pour les hommes. Puis du côté des femmes, il y a la fameuse collaboration sexuelle. Collaboration dite horizontale, les employés de bureau, de service, les commerçantes, les restauratrices, les hôtelières, voilà les profils de ceux qui étaient désignés comme collabos, qui avaient probablement, pour la plupart d'entre eux, réellement collaboré. Oui, c'est très intéressant le parcours qui est reconstitué dans le documentaire de Simone, parce que ça correspond à un moment historiographique où finalement la lumière a été mise sur cette collaboration des femmes dite horizontale, parce que c'est elle qu'on tond avec ces spectacles de rue absolument monstrueux. Et en même temps, dans les travaux historiographiques, on a longtemps oublié la collaboration ordinaire des femmes. Et c'est ressorti il n'y a pas très longtemps. Et donc, ce qui est intéressant chez Simone, c'est qu'elle va faire aussi les frais d'une sorte d'unité que constitue la foule, comme si la communauté se reconstituait, parce qu'elle excluait et elle molestait, elle humiliait quelques éléments, et évidemment surtout féminins. Et puis j'en profite pour dire une chose, juste avant de vous donner la parole, parce que vous avez tenu une comptabilité, autant qu'il est possible de le faire, concernant les femmes tondues, je crois. Oui. Environ 20 000 femmes, hein, et ça représenterait 0,12% de la population féminine de l'époque, ce nombre de femmes tondues. Donc on est quand même sur une proportion faible, très faible même. En pourcentage, oui. Non, ça c'est pour que ceux qui nous regardent aient une idée quand même, lorsqu'on parle des femmes tondues. Je donne la parole après. Hein. Vous imaginez bien que c'est pratiquement impossible à compter. Donc c'est un ordre de grandeur qui commence pendant l'occupation, qui va durer jusqu'à l'été 45. 20 000, au-delà de ça, ça veut dire partout en France. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est un phénomène massif qui a lieu dans toute la France, sans exception. Toutes les catégories sociales. Toutes les catégories sociales, et auxquelles participent, alors là, des centaines de milliers, si ce n'est des millions de gens qui assistent à ces scènes-là. Et c'est ça, au-delà du nombre, c'est vraiment la dimension extrêmement étendue du point de vue de la société du phénomène. Le documentaire étant extrêmement pitoyable à la Madone, qui donne lieu évidemment à des photos très émouvantes, on perd de vue la réalité de la famille Touzeau, qui est tout à fait significative d'une collaboration établie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une femme et de sa mère. Le père est sans cesse présenté comme quelqu'un qui finalement a très peur de cette collaboration. Toute la famille est impliquée, les deux sœurs. Et quand on parle de collaboration horizontale, il est clair que la collaboration horizontale seule, si j'ose dire, n'a pas été un motif d'épuration. C'est la collaboration bien établie. Or, ce qu'on oublie, c'est que, mis à part les prostituées qui n'ont pas été inquiétées, très peu, les archives du ministère de la Justice sont très claires là-dessus. Ce qu'on reproche à ces femmes qui ont... Parce que c'était leur métier, hein, tout simplement. Bien sûr, qui ont vécu avec des Allemands, c'est évidemment de ne pas borner leur participation à des rapports sexuels. C'est-à-dire qu'elles ont dénoncé... Je donne un exemple d'ailleurs qui est cité dans le livre de monsieur Fabrice Virgili, dans Ces femmes tondues. À un moment, il parle d'une femme qui a été lynchée par la foule. C'est Jeanne de Vinot. Jeanne de Vinot, on a une instruction extrêmement claire. Jeanne de Vinot est quelqu'un qui a été utilisé par ce qu'on appelle la Gestapo de Marseille et qui a ravagé la région, qui est notamment poursuivi pour avoir conduit les colonnes allemandes à une vingtaine de maquisards qu'elle a fait arrêter. 17 ont été tués, entre ceux qui ont été tués dans l'immédiat et ceux qui ont été déportés. Mais là, c'est vraiment toute la force de l'image et du cliché. C'est-à-dire que la photo de Capa et des milliers d'autres semblent nous dire, voilà, ces jeunes femmes ont été punies parce qu'elles ont couché avec les Allemands. Et quand on va voir
les dossiers, parce qu'il y a des dossiers, non pas de tonte, mais de dossiers de femmes tondues qui passent devant les commissions d'épuration, on voit bien que ce n'est pas pour ça. Il y a une chose essentielle, elles sont tondues en plus. Voilà. Elles collaborent comme les hommes, mais elles ont une sanction supplémentaire. On peut être tondu et fusillé, on peut être tondu et emprisonné. Ce n'est pas soit tondu, elles ne sont pas seulement tondues, elles sont aussi exécutées. Je crois que 20% environ de ces femmes... Non, sur les 20 000, non. Beaucoup moins que les hommes, rassurez-moi. Oui. Non, beaucoup moins que les hommes, et sûrement pas 20% des 20 000. Non. D'accord. On a parlé de l'épuration immédiate, je l'ai appelée sauvage, vous m'avez expliqué que les choses n'étaient pas tout à fait à diviser de cette manière-là. On va parler, si vous permettez, maintenant d'une épuration qu'on pourrait peut-être qualifier de légale. Oui. Cette fois, c'est donc, et c'est ce qui nous est dit dans le documentaire, c'est le début des grands procès. De Gaulle et son gouvernement provisoire ont rétabli les pouvoirs publics dans leurs fonctions et mis fin au règlement de comptes sauvages. L'heure de l'épuration légale a sonné. Les cours de justice tournent à plein régime. C'est la saison des grands procès. Celui de Pétain, de Laval, de Bonny et de Lafont, escrocs notoires et redoutables supplétifs de la Gestapo. L'épuration dite légale, on peut-être en débattre, mais enfin, j'espère pas trop non plus. Il y a quelques chiffres, par exemple. Là, on a vu Laval, Pétain, ça c'est évidemment la haute cour de justice qui a été mise en place pour juger notamment les hauts fonctionnaires. Là, on a des chiffres très très précis. 108 personnalités jugées, donc un chef d'État, Pétain, un président du Conseil, Laval, 106 ministres, secrétaires d'État et très hauts fonctionnaires. Et le tout entre mars 1945 et janvier 1946. Là, on parle de l'épuration au sein de l'appareil d'État. Est-ce qu'on peut dire que l'épuration au sein de l'appareil d'État a été conséquente, en attente avec ce qu'était l'attente justement peut-être de la population à l'époque? Je crois que l'épuration dite légale, et surtout de ces stars, de ces dignitaires, on va dire, de Vichy, elle a à la fois focalisé la presse du monde entier, qui assiste au procès Pétain, au procès Laval, et en même temps, ça a laissé tout le monde un peu insatisfait. D'abord parce que les premiers qui passent en jugement sont les journalistes et hommes de lettres dès l'automne 1944. Certains sont évidemment fusillés tout de suite. Oui. Et un débat est lancé tout de suite. Alors pourquoi doit-on fusiller les écrivains alors qu'on n'a pas encore jugé ni le régime de Vichy ni les dignitaires? Donc il y a un problème de chronologie. En tous les cas, l'opinion ne comprend pas pourquoi on fusille d'abord Brasillac alors que Pétain et Laval ne sont pas encore passés en jugement. Et l'autre chose qui est insatisfaisante, c'est finalement, mais plus le temps passe et plus on voit que en tous les cas, le public pense que les verdicts sont moins sévères. Oui. Et donc certains avocats, avec assez de finesse d'ailleurs, font traîner les procédures, sachant que quand on est jugé en 1947, si on n'est pas un très grand dignitaire de Vichy, on a plus de chances d'avoir une peine de travaux forcés. C'est ce que fera l'avocate Simone Touzeau dans ce documentaire, pour un peu essayer d'illustrer un peu les choses. Ce qui est une stratégie bien connue. Alors, la non-épuration, alors là, j'en reviens à votre livre. Alors, est-ce que la non-épuration, cette fois sur cette période, tout à fait. Cette période dite légale, là, pour vous, le compte n'y est pas. Comme vous l'avez vous-même. Et avant que vous me répondiez, pour que les gens aient une bonne idée peut-être du volume que ça représente, il y a eu 400 000 dossiers jugés dans les tribunaux, avec moins de 800 exécutions à la peine de mort au final. Voilà, ça sont les chiffres qui donnent une bonne idée de l'ensemble. Ça vous paraît pas du tout suffisant par rapport à ce qu'était l'ampleur de la collaboration en France? Il faut revenir à la chronologie que vous avez esquissée quand vous avez parlé du rôle d'Alger. Alors, je rappelle quand même que finalement, l'épuration légale, si j'ose dire, elle se définit d'abord à Alger. Elle se définit d'abord avant Alger, parce que les Américains eux-mêmes en donnent les linéaments avec les directives du 22 septembre 1942 de Roosevelt. Et les directives de Roosevelt sont très claires. Rien ne change, aucun changement, c'est-à-dire on ne touche pas à l'appareil civil, on ne touche pas à l'appareil militaire. D'accord. Et que dit De Gaulle? De Gaulle, voilà, c'est très intéressant. De Gaulle, alors, vous avez évoqué tout à l'heure les protestations, ça a été dit, en particulier évidemment les vigies radiophoniques de Radio Londres et d'Alger promettant à la population, parce qu'on a évoqué la volonté de la population, mais il faut évoquer les promesses de Londres et d'Alger d'une épuration exemplaire contre ceux
en particulier qui exécutaient les patriotes. Et je pense en particulier aux agents de répression de la police et de la gendarmerie, et aux agents d'exécution judiciaire qui ont envoyé à la mort. Et dans votre livre, au final, vous faites, vous, le constat que, si je peux m'exprimer comme ça, hein, le compte n'y est pas par rapport à ce qu'étaient les promesses initiales. C'est-à-dire que, non, ce qui est y compris celle de Gaulle. Ce qui est intéressant dans la chronologie, c'est de montrer les faits. Et De Gaulle n'est pas un épurateur. Ça commence par, je dirais, son cabinet. Je donne souvent l'exemple de son premier ministre des Finances, qui passe pour un gaulliste éminent, qui est Couve de Murville, qui a été le deuxième personnage du ministère des Finances de Vichy, par lequel sont passées toutes les opérations financières franco-allemandes, y compris les grandes opérations d'arianisation, cession de titres, sociétés mixtes, etc. Il ne veut pas l'épuration et il subit la pression très forte des Américains et des Anglais, auxquels, fin 1943, début 1944, à Alger, il donne des engagements qui montrent que le procès qui a été évoqué tout à l'heure de Pucheux sera finalement un procès unique et qui n'est pas dû d'ailleurs, comme on l'a dit, à la pression du Parti communiste, qui est dû à la volonté de De Gaulle de prévenir les Américains qu'il n'acceptera pas le gouvernement militaire. Vous nous avez dit De Gaulle, il ne voulait pas de l'épuration. Fabrice Virgili, est-ce que De Gaulle ne voulait pas de cette épuration, ou alors lui et son gouvernement provisoire ont-ils essayé de canaliser cette épuration parce qu'il s'agit de reconstruire le pays aussi à cette période? Comment est-ce qu'on peut évaluer les choses là? L'épuration et donc la justice qui se fait du point de vue légal au nom de l'article 75 du Code pénal qui prévoit de punir la trahison en temps de guerre fait partie des prérogatives de l'État, et de ce point de vue-là, De Gaulle veut incarner et assurer que cette prérogative soit bien assumée également vis-à-vis des Américains, puisqu'il s'agit de restaurer l'État. Ensuite, il y a un autre élément qui est bien entendu la crainte qu'il peut avoir et le combat politique qu'il mène, même s'ils sont alliés au sein de la résistance, des FFI et puis du gouvernement de la France libre, vis-à-vis des communistes. Et la crainte qu'il a, effectivement, et c'est vrai que cette crainte est partagée par un certain nombre de personnes, qu'il y ait une tentative de prise du pouvoir à terme par le Parti communiste. Et donc il oscille entre les deux. Mais c'est clair que l'épuration se déroule sous son gouvernement. Pucheux est condamné à mort à Alger, et c'est un signe très important vis-à-vis de Vichy, parce que c'est une manière de leur dire « vous ne pourrez pas tourner vos vestes, vous serez punis ». Il y a d'autres condamnations à mort, on les a vues. Pourquoi est-ce qu'on commence par les journalistes avant de s'en prendre à Laval et à Pétain? Parce qu'à ce moment-là, Laval et Pétain sont encore en Allemagne en octobre 1944. Ils sont à Sigmaringen. Et pourtant, il y a une demande, le temps de mettre en place les cours de justice, de faire les dossiers. Parce qu'on se dit toujours, ah oui... De trouver les juges, hein, j'ai appris ça aussi, hein, parce qu'ils avaient tous fait serment on dit souvent ce sont des dossiers vides, mais il y a des enquêtes. C'est-à-dire que, non, quand on travaille, on le sait tous, quand on travaille sur ces dossiers, ces archives, ce ne sont pas des dossiers vides, ce sont des dossiers où il y a, dans un temps, certes, beaucoup plus bref qu'en temps de paix, mais on est quand même en 44-45, on va chercher des preuves, on va alimenter pour que ces procès aient lieu. Et donc, c'est tout ce processus. Alors ensuite, c'est vrai, Alia Aglan le disait justement tout à l'heure, c'est plus un processus qu'un moment, l'épuration. Et donc, ce processus a des rythmes différents, effectivement. Et petit à petit, la sévérité, une fois assurée la non-prise du pouvoir par le Parti communiste et le rétablissement des autorités républicaines, il y a tendance justement, à ce moment-là, à beaucoup plus d'indulgence et beaucoup plus de grâce. De Gaulle a un rôle important dans les grâces. Alors vous dites les peines des rythmes commuées. différents. Des peines commuées, pardon. Sont très nombreuses. Et des ampleurs différentes. Alia Aglan, est-ce que vous avez en tête quelques comparaisons? Il semblerait que l'épuration était très forte aussi, par exemple en Belgique, en Norvège, aux Pays-Bas, au Danemark, autrement assez semblable à ce qui s'est passé en France. Alors, là, je parle de l'Europe de l'Ouest, hein, bien sûr. Oui, il y a des historiens qui ont comparé, par exemple, le taux de condamnation effective et exécutée par rapport aux chiffres de la population. Et la France n'arrive pas du tout en tête dans ces classements. On est plutôt parmi... finalement, les derniers, ça vous donnerait raison. Les pays les moins épurateurs. Voilà, les pays les moins épurateurs. Là où ça a été très dense comme épuration, c'est en Belgique et même au Danemark, en Hollande aussi.
Donc dans des pays qui étaient finalement sous une autre forme d'occupation que la France. Le Danemark était quasi annexé et a été à la fois préservé, puisque le gouvernement danois reste, il y a quand même des élections au Danemark pendant la guerre, mais avec une très forte résistance, des Juifs qui ont été sauvés, mais aussi un très fort taux de collaboration individuelle. Mais avec, pardon. Moi, je récuse en particulier la chronologie la chronologie de la sévérité ou de l'indulgence, parce que le maintien total de l'appareil d'État, et en particulier de l'appareil judiciaire, qui est d'ailleurs établi formellement grâce à un annuaire de la magistrature, puisqu'on peut suivre toutes les carrières de tous les magistrats, tout ceci atteste, avec les textes des magistrats et la littérature du ministère de la Justice, de la chancellerie, de l'appareil directeur, qu'en réalité, il n'y a pas cette évolution et qu'il y a indulgence extrêmement forte. On n'a pas eu le temps de parler des catégories d'épuration, de l'épuration économique, de l'épuration politique, etc. Mais on voit bien que le discours de 1944, de la part des hauts magistrats, est un discours qui ne se distingue guère de la période où les hauts magistrats considéraient les FTPF comme des voyous et des assassins qui n'étaient pas des résistants, mais des gangsters. Je vous laisse, vous avez 20 secondes pour conclure, mais je vous les laisse. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un maintien de l'appareil d'État, parce que l'épuration touche également l'appareil d'État. Il y a une invention juridique, la Cour de justice, c'est certes de prendre un juge, parce que c'est un professionnel de la justice, qui a pu servir sous Vichy, mais de lui adjoindre comme assesseur des résistants, d'une part. Et donc, voilà, si on regarde à l'échelle des 10 ans, non pas à l'échelle des quelques mois, il y a comme un renouvellement générationnel de l'appareil d'État et des élites. Alors, il y a aussi, en même temps, c'est pour ça que moi je parlerai plus à un moment de désépuration ou de contre-épuration, on va juger les résistants à la fin des années 50 exactement, et au contraire, suspendre les condamnations, gracier, commuer, réintégrer dans l'administration un certain nombre de personnes qui avaient été condamnées pour collaboration. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne l'ont pas été. Sauf qu'effectivement, à la fin des années 40, début des années 50, il y a une sorte de retour en arrière, enfin pas de retour en arrière, mais de, comment dire, on change le curseur. Retournement, on change de curseur. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice, Virginie. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc consacré aujourd'hui à cette période trouble de notre histoire que fut l'épuration pendant et après la libération. Vous pouvez réagir à cette émission sur #débatdoc. C'est notre nouvelle adresse sur Twitter. Je vous engage et je vous demande, si vous en êtes d'accord, de réagir vous aussi, puisque c'est une manière de continuer à faire vivre ce qui vient d'être dit dans cette émission. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain débat doc avec bien sûr son documentaire et son débat. À bientôt.